ça soit passé en direct. Impeccable. Voilà. Bon, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 12e, ce 12e meet-up New York Web. Je me présente, je m'appelle Florent Frémont. Je suis avec Cédric Tétou. C'est ça? Téton, pardon. On va aborder le sujet de la qualité. Donc New York Web, c'est un meet-up collaboratif qui a pour but de faciliter les échanges et le partage de connaissances. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ça va durer une heure et on va pendant 30 minutes aborder peut-être les notions un peu théoriques et puis sur la seconde partie du coup des échanges. Voilà, je laisse la parole à Cédric. Ça marche. Merci Florent pour l'invitation. Écoutez, on va démarrer du coup. Donc aujourd'hui, effectivement, l'idée c'est d'aborder les thématiques autour de la qualité de code et en particulier autour du partage de connaissances et de bonnes pratiques de développement au sein des entreprises qui ont une activité importante de développement logiciel, donc dans le digital. Rapidement, sur quelques mots sur moi, je suis à la base un développeur logiciel. Je viens de Bordeaux, donc pas très loin d'ici. J'ai fait la plupart de mes études sur Bordeaux et donc en 2014 j'ai fini ma thèse et avec mon ancien directeur de thèse de l'époque, Xavier, on a continué nos travaux à côté et on en a fait une start-up qui s'appelle Promise qui est sur Bordeaux. On est une petite dizaine de personnes aujourd'hui, donc on est avant tout éditeur de logiciels sur une plateforme du même nom qui est justement dédiée au partage de connaissances et de bonnes pratiques. Je viens donc ici parler de ces problématiques-là autour de la qualité de code. C'est aussi pas mal de retours d'expérience que j'ai pu avoir en sur le terrain, en discutant avec pas mal d'entreprises sur comment gérer ces problématiques-là. Donc je viens aussi, on va dire sans prétention, je viens donner mon point de vue et ce sera intéressant de confronter ensuite les vôtres et d'en discuter librement. Donc pour remettre un petit peu de contexte, finalement, pourquoi est-ce que c'est important cette thématique à la fois de la qualité de code, mais aussi des bonnes pratiques de développement et de partage de connaissances? Finalement, si c'est un sujet qu'on aborde, c'est pas simplement un bonus. Moi, j'ai envie de me convaincre et de vous convaincre que finalement, c'est une problématique assez importante pour les entreprises qui aujourd'hui, finalement, le constat qu'on fait, c'est que les entreprises qui réussissent en fait en termes business, sont des entreprises qui ont compris qu'elles devaient investir sur ces sujets-là, finalement, pour continuer à rester compétitifs sur leur marché, garder un time to market performant et surtout continuer à attirer des personnes talentueuses dans leur effectif. Donc ça, les entreprises qui ont fait le switch en se disant, voilà, maintenant il faut qu'on arrive à produire en continu du code de qualité, ce que j'appelle du code durable. Et finalement, c'est quoi? C'est surtout du code propre qui est au début et qui le reste finalement pendant des mois. Donc du code qui est facilement adaptable, évolutif, etc. Tout ça, c'est finalement quelque chose qui doit constituer pour chaque entreprise un actif. Voilà, c'est vraiment, ça fait partie de notre patrimoine et c'est quelque chose qu'on doit entretenir, qu'on doit valoriser. Il y a peut-être cette étude, vous avez vu passer ça, peut-être, elle est sortie en fin 2018, une étude réalisée par Stripe qui a sondé à peu près 2000 développeurs dans le monde. Et donc, c'est une étude notamment dédiée aux problématiques de dette technique, de qualité de code et mieux comprendre aussi l'impact de la qualité de code sur le quotidien des développeurs. Ce qui est sorti de cette étude, c'est que finalement, en moyenne, les développeurs estimaient passer 42% de leur temps sur des problématiques d'aide technique, de code à retravailler, de compréhension d'un code existant. Donc finalement, en fait, si on caricature ça, ça veut dire que sur une journée où je dois développer une fonctionnalité, je vais passer à peu près 40% de mon temps on va dire, à soit rentrer dans le code, à comprendre ce que ça fait, éventuellement à refactorer un peu, remettre un peu au propre, et ensuite je peux avancer un peu plus efficacement, quoi. Donc c'est de se dire, voilà, finalement, si on arrive à réduire ce temps-là, finalement, on se rend bien compte que dans une organisation où il y a plusieurs centaines, dizaines de développeurs, être développeuse, ça peut quand même nous faire gagner du temps in fine, quoi. Donc finalement, ce qui est important aujourd'hui, de notre point de vue, c'est que les entreprises qui vont survivre, qui vont rester à la pointe de leur marché, etc., qui vont rester compétitives et qui vont être capables de garder une longueur d'avance sur leurs concurrents, c'est celles qui ont la perception que l'IT, le code et le logiciel, le patrimoine logiciel en général, c'est avant tout un centre de création de valeur. Voilà.
à l'inverse, celles qui voient l'IT comme un centre de coût s'exposent selon moi à des risques, quoi. Parce que finalement, il faut bien rentrer dans cet état d'esprit que c'est une force, notre code. Et donc finalement, si on investit bien et qu'on se donne les moyens, voilà, de faire les choses bien, on va forcément avoir un résultat positif à l'arrivée, quoi. Donc ça, c'est important, cet état d'esprit-là. Deuxième partie de contexte, c'est que finalement, dans une entreprise où il y a plusieurs développeurs et développeuses, hein, qu'on soit moins de 10, plus de 10, plus de 100, c'est qu'on a tous finalement nos domaines de compétences différents, et ce qui fait qu'il y a certains niveaux d'hétérogénéité à ce niveau-là. Que ce soit sur des langages ou des technodonnées, hein, voilà, vous prenez n'importe quelle équipe, souvent il y a des personnes qui, par exemple, ont un peu plus de savoir-faire en Java, en React, d'autres beaucoup moins. Et c'est souvent ça qui est intéressant, qui apporte de la richesse et de la diversité au sein des équipes. Donc c'est vraiment un patrimoine assez intéressant. Et pareil, en termes de pratique, de domaine, en dehors de tout langage, mais ça peut être par exemple sur des sujets d'architecture, sur des sujets de performance, sécurité, de test, d'accessibilité, voilà. En fait, souvent, c'est des concepts où, encore une fois, chaque personne a un certain niveau de connaissance, quoi. C'est ce qu'on va appeler dans notre jargon, voilà, on va dire des niveaux de compétences. Donc, sachant cela, finalement, ce qu'on veut montrer, c'est que toute cette notion de partage, de bonnes pratiques, de montée en compétences, bah, ça reste quand même un sujet qui devient important parce qu'on voit bien que ça fait partie des axes qui vont permettre à l'entreprise de continuer à produire du code de qualité. Okay. Et finalement, ce qu'on a vu, c'est que produire du code de qualité, ça va devenir une priorité pour n'importe quelle entreprise, quoi. Donc, bien sûr, il y a différentes autres facettes qui permettent d'atteindre cet objectif-là. Mais là, on en traite un important, surtout parce qu'on parle du côté humain et finalement, qui est quand même un sujet primordial quand on fait du développement et qu'on veut développer son entreprise. Sur la durée, c'est aussi de s'appuyer sur des personnes, de les former et faire en sorte aussi qu'elles puissent rester le plus longtemps possible dans l'entreprise. Donc finalement, là, la problématique, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut arriver à aligner nos pratiques de développement pour finalement, derrière, uniformiser le code produit pour que derrière, il soit de meilleure qualité plus rapidement, plus durable, etc. Donc on ne peut pas simplement dire, finalement, vous ne pouvez pas tous vous mettre d'accord en 2 secondes pour coder de la même manière et comme ça, le problème est réglé, quoi. Forcément, c'est pas si simple parce que ce qu'on voit, c'est qu'on a dit, c'est qu'on avait tous nos domaines de compétences et des domaines d'incompétences. Alors, un domaine d'incompétence, c'est pas péjoratif. Moi, par exemple, je suis formé à Java. Tout ce qui est CSS, ça m'a jamais intéressé et je suis incapable de faire quoi que ce soit. Demain, vous me demandez d'écrire du React, non, j'ai jamais pratiqué le React, donc clairement, je suis incompétent là-dessus. Mais c'est pas grave, voilà, je connais mes points forts et je connais ceux où je dois progresser, quoi. Et à l'inverse, dans mon équipe, j'ai des personnes dont c'est l'inverse, quoi. Donc on peut s'apporter mutuellement. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que dans une équipe, une chaîne, j'aime bien ce proverbe, une chaîne n'a que la force de son maillon le plus faible, quoi. Donc ça veut dire que même dans mon équipe, si j'ai plein de cadors en React, par exemple, moi, si je tenais à faire du React au quotidien, je peux présenter un risque. Parce que finalement, je vais être amené à toucher le code. Et si on ne met pas en place des mécanismes pour que moi, je progresse sur ce sujet-là, il y a des risques que je code peut-être pas en respectant les standards et les bonnes pratiques en vigueur sur le React dans le projet. Ça peut amener du code, peut-être pas, on va dire du code de mauvaise qualité. Franchement, on a des techniques peut-être, voire même je peux introduire des bugs, donc ça présente des risques. Donc c'est finalement, ce qui est important, c'est qu'on ait une stratégie pour se dire comment moi, qui est mon domaine d'incompétence, je peux arriver à devenir plus compétent grâce aux autres, quoi. Donc ça, c'est vraiment notre contexte. Et donc pour ça, l'idée là, c'est d'aborder différents axes qu'aujourd'hui l'entreprise met en place par différents moyens pour justement travailler sur le partage de connaissances et finalement gagner en maîtrise technique et élever le niveau global. Le premier point, outils d'analyse de code. Donc ça, je trouve ça intéressant d'en parler parce que depuis plusieurs années, j'ai vu pas mal d'entreprises faire des utilisations assez intéressantes, surprenantes parfois de ces outils-là, donc je trouvais ça intéressant d'en dire 2 mots. Donc, ces outils d'analyse automatique, donc on appelle des linters, sont capables en fait de vérifier tout un ensemble de patterns dans le code et d'identifier certains problèmes. Voilà, donc en fait, un outil, c'est quoi derrière, c'est des bonnes pratiques qui sont implémentées et que ces bonnes pratiques, on va être capable de les vérifier dans le code. Est-ce qu'elles ont été violées ou pas? Si oui, tel fichier, telle ligne, etc. Donc ça, c'est l'utilisation de base. On s'appuie également sur plusieurs métriques, donc c'est tout ce qu'on appelle la calimétrie logicielle.
avec tout ce qui est couverture de code, complexité du code, ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est l'image à gauche, c'est l'oracle de Delphes. C'est qu'il y a pas mal d'entreprises des fois qui misent un peu tout là-dessus. Ouais. En gros, si l'outil dit qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire que mon code il est parfait. Bon, ça c'est pas la faute de l'outil. Hein. L'outil il est pour rien. Je dirais que c'est plus la manière dont on vient interpréter l'outil et son utilisation. Donc ça a amené en fait à quelques problèmes. C'est-à-dire qu'on a vu des outils qui étaient un peu surresponsabilisés. Il reste un excellent support, hein. Quand on en nous bien, on s'en sert, même, enfin, moi j'adore m'en servir, etc. C'est un très bon support. Sauf qu'aujourd'hui, si on fait beaucoup de revues de code, etc., de partage, c'est que les outils ne sont pas miraculeux, ils ne vont pas détecter tous les potentiels problèmes que peut avoir un code et toutes les manières de l'améliorer. Mais au moins, ils nous aident à identifier certains problèmes, et c'est déjà très bien. La problématique qu'il y a, c'est qu'on a vraiment vu, alors, c'est en train un peu de changer, hein, mais il y a 5 ans, quand on a démarré, il y a entreprises qui misaient exclusivement sur ça. Leur stratégie pour dire comment vous faites c'est quoi votre stratégie pour gérer la qualité de code, faire en sorte que derrière vous arrivez à produire du code qu'on va être capable de maintenir, etc. Donc, ils disaient voilà, j'ai un outil, il scanne et ça me donne une note de A à E, et si c'est A, c'est bien, on est serein et tout le monde est content, quoi. En fait, c'est un peu léger, un peu biaisé dans le sens où finalement, ces outils, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils détectent, voilà, comme on a dit, une partie des problèmes et tout le reste, tous les problèmes, tous les sujets liés au design, à l'architecture, même au nommage des éléments, voilà, est-ce que vraiment dans l'esprit clean code, une variable est bien nommée si elle reflète son intention, l'outil, il n'en sait rien, il ne connaît pas votre intention. Donc, en fait, c'est des approches complémentaires, mais uniquement se baser sur ça, c'est un petit peu dangereux. Et ça peut avoir des effets de bord. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu des fois, c'est qu'il y avait, dans une DSI, 200, 300 développeurs, développeuses, vous avez une petite entité de quelques personnes qui sont mandatés, par exemple, tous les 2 ans pour venir rafraîchir, mettre à jour les règles que doivent analyser ces outils. Donc c'est en plus des gens qui ne sont même pas au quotidien dans le code, mais qui viennent apporter de l'expertise qu'ils ont pu accumuler ailleurs en disant vous devriez faire ça. Voilà. Donc c'est un peu un process flou d'ailleurs, ces gens ne les voient pas, enfin ils viennent, on sait qu'ils vont venir à un moment donné auditer, faire on ne sait pas trop quoi, mais en fait ils viennent pas sur le terrain, ils viennent pas échanger avec les développeurs toujours. Et donc, on a un peu ce sentiment que on nous impose une manière de coder, mais on la comprend pas forcément, on comprend pas les choix qui sont faits, c'est pas toujours à jour, c'est pas adapté. Et donc, les règles, qui sont pas adaptées, forcément, moi, en tant que développeur, on vient m'informer de problèmes qui sont pas pertinents parce que l'outil est mal configuré. Et il y a un peu ce sentiment de perte de confiance, de méfiance, en disant, cet outil, de toute façon, les trucs qui remontent, je comprends pas, en fait, je suis pas impliqué dans cette démarche-là, et pourtant, c'est quand même moi qui code au quotidien, donc c'est un peu frustrant, quoi. Et après, il y a d'autres problèmes, c'est aussi que certaines entreprises, certaines DSI, forcément, quand on a des notes et des grades, c'est tentant parfois de vouloir un peu mettre en concurrence, challenger les équipes en fonction de leurs notes, quoi. Sauf que c'est un peu compliqué d'aller comparer un projet legacy sur une techno sur un Java 5 là, qui existe depuis 20 ans, avec un projet qui vient de démarrer sur du Angular Spring Boot, avec un projet from scratch. C'est pas les mêmes contextes, quoi. Et il y a vraiment, bien sûr, c'est pas universel, hein, mais j'ai déjà mis les pieds dans des DSI où ils font des beaux rapports, etc. Et clairement, ceux qui ont des moins bonnes notes, sur des calculs forcément un peu arbitraires, ils sont un peu mal vus, quoi. C'est un peu les vilains petits canards, quoi. Donc, c'est un peu dommage. C'est pas vraiment ce qu'on cherche, quoi. Encore une fois, ça peut générer un problème de suffisance des développeurs, des équipes tout court, parce que finalement, de se dire, ouais, regardez, mon outil, il dit que mon code est bon. Pourquoi j'irai plus loin? Parce que finalement, on m'explique que ce que je dois atteindre, c'est une note de A, par exemple. Bon, ok, très bien. Mais du coup, une fois que j'ai A, ça veut dire quoi? En gros, j'ai fait le minimum, mais est-ce qu'il faut que j'aille vraiment plus loin? Comment, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas la faute aux outils, c'est des choses qui arrivent quand certaines entreprises mettent un peu trop en avant et de manière exclusive la place de ces outils-là dans la stratégie globale de la gestion de la qualité, quoi. Donc c'est vraiment une place, c'est vraiment des choix, je dirais, stratégiques qui sont faits. Mais on a vu pas mal en fait de contextes où ça se passait un peu comme ça, quoi. Donc je pense que c'est intéressant d'en parler parce qu'à mon avis, il faut aussi être un peu vigilant avec la manière dont on aborde ces outils-là et comment on communique dessus, quoi.
Alors, ouais, chose qu'on dit souvent par rapport à ça, c'est que finalement, quand on fait de l'analyse comme ça, de calimétrie, avec des métriques, des indicateurs, on aime bien rappeler cette loi d'un économiste, alors ça date il y a une quarantaine d'années, je crois ça, qui dit quelque chose d'intéressant, c'est que lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. En fait, ce que ça dit en substance, c'est que finalement, une mesure, un indicateur, elle est là pour nous dire, par exemple, voilà, bon, actuellement, vous avez tant de problèmes dans le code, tant de couverture de code, ce genre de choses, quoi. Mais si j'en fais un objectif, en fait, je vais diriger mes efforts, je vais tordre un peu nos process de développement pour tendre exclusivement vers cet indicateur. Et donc, finalement, euh, il devient un petit peu moins pertinent. Typiquement, l'exemple qu'on prend souvent, c'est la couverture de code, donc qui correspond à la quantité de code qui est couvert par des tests automatisés. Voilà, donc plus vos tests traversent le code et plus la couverture est grande. Alors, ça ne veut pas dire forcément que les tests écrits ils ont de la valeur et qu'ils sont pertinents, ça c'est un autre sujet. Et le problème qu'il y a, c'est que, en fait, ce qu'on a vu, hein, clairement, aussi plusieurs développeurs nous disaient, ça nous arrive des fois, comme on nous a imposé un seuil arbitraire de couverture de code, par exemple 80%, ce qui est compliqué parce que le projet n'a pas été pensé pour être testé. Enfin, du coup, c'est pas évident d'écrire des tests. On a été amené en fait à rajouter pas mal de tests qui vont tester par exemple les getters, les setters, voire même la fonction main pour se dire allez on passe à plein d'endroits, mais qui vont rien tester. Et derrière, le client est content. Ah super, vous avez fait des tests. Donc, en fait, c'est un peu paradoxal de se dire en fait en voulant faire de la qualité, j'introduis de la non-qualité, quoi. Donc, il faut toujours être un peu prudent avec cette notion d'objectif, d'indicateur, parce que derrière, des fois, on est amené à avoir des comportements qui sont finalement pas ce qu'on aurait imaginé à la base, quoi. Donc, je vous rassure, il y a quand même beaucoup de contextes où ça se passe très bien, mais voilà, ce genre de dérive, quand même arrive assez souvent. Deuxième point concerne plus une approche, un état d'esprit qui s'appelle le software craftsmanship, l'artisanat logiciel. Alors, je ne sais pas si c'est des concepts qui vous parlent, mais en gros, rapidement, le software craftsmanship, qu'est-ce que c'est? C'est une mouvance qui est apparue à la fin des années 2000. Donc, c'est parti en fait du manifeste agile, début des années 2000, que vous connaissez certainement, qui a proposé une nouvelle approche pour développer des projets logiciels notamment. Basé sur des itérations courtes, des fortes interactions, etc. Donc, on exit les cahiers des charges où on part en sous-marin pendant 2 mois. Là, l'idée, c'est d'avoir une approche beaucoup plus vertueuse, etc. Et en fait, ce qui s'est passé au courant des années 2000, il y a eu ce phénomène de gueule de bois agile qui est arrivé dans certains contextes où finalement on a voulu tellement faire de l'agile à fond, utiliser notamment tous les frameworks Scrum avec les sprints, etc., que finalement on a des équipes qui se concentraient exclusivement sur délivrer rapidement toutes les 2 semaines, et qu'il fallait absolument qu'on sorte de la feature. Et on a un peu mis de côté l'aspect technique, qui a jamais été omis en fait du manifeste agile. C'est vrai que c'était pas écrit parce que finalement les personnes qui ont écrit manifeste agile, c'était comme des personnes de renom qui ont écrit plein de beaux livres, etc. sur le sujet de la qualité de code et du développement en général. Mais pour eux c'était implicite, quoi. Et bon, malgré tout, ça s'est un petit peu perdu, et donc on se retrouvait à voir toutes les 2 semaines des démos. Oh, regardez, ça marche, ouais, ça marche, ouais. Sauf que derrière le code un peu bancal, quoi. Et donc ça, dans ce système de sprint, on essaie d'aller vite parce que c'est même le nom sprint, il est assez marrant parce que c'est un peu une course et en fait on tombe rapidement dans le guidon. Et si on fait pas attention, d'autres manières de développer, on se retrouve avec certes de la feature qui sort au début, mais bon, d'un moment, les fondations du code vont commencer un peu à trembler. Et ça va être compliqué après. À chaque sprint, on va avoir de moins en moins de choses à montrer parce qu'on va ramer dans le développement, quoi. Et donc le craftsmanship est né un petit peu de ça pour finalement regarder, si vous regardez bien, c'est les 4 points du manifeste agile auxquels on vient ajouter une dimension plus orientée, excellence technique, valeur dans le code. Et en fait, ça a une dimension presque un peu spirituelle, philosophique, en fait, l'artisanat logiciel. C'est vraiment une idée aussi de remettre en avant le métier de développeur à une époque où, avec tous les booms des transfos digitales, on a un peu vu le métier de développeur comme des gens interchangeables qui connaissent tous comment écrire du code, un peu en mode robot qu'on peut switcher d'un à l'autre, et que finalement on a un peu perdu le côté ingénierie sur l'activité de développeur. Et donc c'est un peu tout ça que met en avant le craftsmanship. C'est vraiment, il y a vraiment même un livre dédié au sujet, écrit par Sandro Mancuso, que je vous invite à lire, qui est assez intéressant, qui parle un peu de sur la vision qu'on peut avoir sur le métier de développeur, ce que c'est, comment est-ce qu'on peut évoluer, comment est-ce qu'on peut progresser
en continu, quoi. Se dire, voilà, aujourd'hui, je suis un développeur, demain, je serai un meilleur développeur, comment je peux faire, etc. Et comment je peux faire au quotidien pour toujours faire du travail de qualité, donc viser l'excellence technique, être fier de ce que je fais, tout en faisant preuve de pragmatisme aussi, parce que voilà, malgré tout, même si je vais apprendre plein de savoir-faire, plein de belles techniques au quotidien, parfois je suis confronté à des dilemmes et je peux pas tout faire, mais il faut jamais que je néglige le côté qualitatif de ce que je fais, quoi. Donc ça, il y a eu aussi un effet récent où on essaie de promouvoir le craftsmanship à l'échelle dans les DSI. Donc l'agile à l'échelle, ça, c'est des choses qu'on a déjà testées ces dernières années. Essayer de promouvoir voilà, une culture d'amélioration, d'excellence aussi au sein des DSI, ça fait partie des enjeux en cours. Et donc on voit notamment de plus en plus de profils coach craft, complémentaires au coach agile, parce que l'agilité et le craft, c'est assez lié, mais qui vont également en immersion dans les équipes pour essayer de leur faire découvrir des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de développer, voilà, pour les aider à développer de manière plus efficace et forcément derrière produire du code de meilleure qualité. Donc derrière les pratiques, il y en a plein. Si on prend la boîte à outils Craft, il y en a plein qui reviennent souvent, que ce soit des principes d'architecture, donc les principes solides, les principes de clean architecture, toutes les techniques de refactoring, toutes les pratiques qui sont promues par l'extreme programming. Donc ça date de 99, qui est donc un framework agile, tout comme les Scrum, mais avec une connotation beaucoup plus technique, qui amène des pratiques, on le voit, plus techniques. C'est ce qui fait d'ailleurs que Scrum est un petit peu plus populaire aussi que l'extreme programming, parce que ça demande quand même aussi, dans l'extreme programming, de mettre les mains dans le cambouis, et de monter en compétence sur tout un sujet de volet technique, donc ça nécessite d'être formé, ce genre de choses. C'est un peu plus, ça met beaucoup plus l'accent sur le côté technique. Et finalement, aujourd'hui, certaines méthodes qui sont un peu en vogue aussi, comme le test-driven développement, comme souvent dans l'informatique, c'est des choses qui existent depuis un moment, mais qui mettent un peu de temps avant de prendre de la place dans les entreprises. Donc ça, c'est souvent des choses qui sont promues justement parce qu'elles ont des vertus intéressantes en termes de qualité du résultat, ce qui est quand même quelque chose qu'on cherche pour ce qu'on fait. On a dit qu'on était quand même là pour produire la qualité de code. Mais aussi, il y a un travail beaucoup sur la collaboration, sur l'humain. Voilà, on est toujours dans cet esprit de se dire que le code, c'est une propriété collective et il faut qu'on travaille efficacement sur du code et il faut qu'on ait des bons moyens de travailler ensemble, de communiquer, de bien communiquer entre nous sur du code, avoir des échanges constructifs pour progresser ensemble, quoi. Donc il y a peut-être des choses qui vous parlent et que vous mettez peut-être d'ailleurs en œuvre au quotidien. Les revues de code, typiquement, ça en fait partie, parce qu'on est sur un exercice de communication, de partage, ce genre de choses. Et justement, quelque chose qui est intéressant avec les revues de code, donc là c'est un exemple ici sur un projet open source, donc si vous voyez bien, on a deux extraits de deux revues de code différents, des dates différentes. En fait, ce qui était marrant, c'est de voir qu'on a une personne qui a fait 2 fois le même commentaire sur l'explication d'une bonne pratique là, sur le code à des moments différents. Finalement, ce que je voulais juste souligner ici, c'est que autant les revues de code, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, qui continue à se démocratiser, et c'est une bonne chose. Autant il y a aussi des choses qui, selon nous, peuvent être perfectionnées, notamment tout ce qui concerne le fait qu'on a du mal à capitaliser, dans le sens où souvent c'est une discussion en one-to-one qu'on fait avec quelqu'un, on lui explique des bonnes pratiques, donc là ici sous forme textuelle. Et une fois que c'est fini, en fait, on revient pas vraiment dessus, et puis les autres personnes n'ont pas réussi à en profiter. Enfin, on sent qu'il y a quand même des choses qui peuvent être exploitées, même si malgré tout, voilà, la revue de code, comme les pratiques qu'on a vues avant, ça fait partie des pratiques qui sont souvent promues par les personnes qui veulent pousser la philosophie du craftsmanship. Approche complémentaire, qui est aussi une tendance que je peux observer aussi dans l'entreprise depuis quelques années. Tout ce qui concerne les communautés de pratique. Donc ça, en fait, c'est simple. Dans une entreprise, vous avez pas mal d'équipes, de plus en plus des équipes agiles, pluridisciplinaires, à taille humaine, 5 à 10 personnes, qu'on appelle souvent des squads ou des feature teams. Bon, voilà, le nom varie. Donc elles vont travailler ensemble au quotidien. Et finalement, en fait, souvent, il y a quand même un socle commun qu'on va retrouver entre les différentes équipes. Par exemple, des entreprises qui font pas mal de Java ou de JS vont travailler sur ces technologies au quotidien, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, souvent dans ces feature teams, il y a une personne en profil tech lead qui est là un peu pour prêcher la bonne parole sur la manière de faire, etc., quoi. Et ce qui est bien, par contre, c'est d'aller encore un niveau au-dessus, c'est de se dire comment est-ce que, entre les différentes équipes qui travaillent sur des problématiques techniques communes, comment est-ce qu'on peut partager des savoir-faire, des connaissances, des bonnes pratiques, comment est-ce qu'on peut mettre en commun, se challenger, etc.
Et donc, ce principe de communauté de pratique, c'est quelque chose qui émerge de plus en plus. L'idée est assez simple, hein, c'est des communautés souvent internes, enfin internes aux entreprises, hein, forcément, qui vont se retrouver régulièrement, une fois par mois, un rythme un peu défini où ça va être des formats d'ateliers, des échanges sur des sujets précis. Souvent, ça va être animé par des communautés de tech lead ou archi, voilà, qui ont une certaine expertise sur ces sujets, qui ont pour mission aussi de diffuser au sein de leurs équipes des bonnes pratiques sur une thématique bien définie. Mais c'est souvent quand même ouvert à tout le monde, justement, pour les personnes qui sont curieuses aussi d'échanger avec d'autres personnes sur des sujets techniques. Donc ça offre comme ça un espace de discussion, et donc derrière, c'est aussi l'objectif d'aller arriver à uniformiser l'ensemble des bonnes pratiques au sein des organisations, quoi. Donc ça, on le retrouve aussi, c'est un phénomène de plus en plus fréquent, je dirais. D'autres formats comme ça, interéquipes, qu'on va retrouver, ça peut être des formats type coding dojo, donc qui sont des exercices tout simplement de programmation qui sont régulièrement ouverts à tout le monde, qui vont avoir lieu encore assez souvent entre midi et 2, parce que on a encore un peu de mal parfois à justifier du temps de formation pendant les heures classiques. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller pratiquer avec des exercices qui existent. Vous pouvez en trouver plein sur Internet. Hein. Là, j'ai pris le plus simple, mais les catalogues d'exercices, il y en a plein. L'idée, c'est d'aller pratiquer certaines méthodes de développement, donc soit pour apprendre un langage, soit pour mettre en œuvre, par exemple, des méthodologies comme le test-driven development. On vient de pratiquer à plusieurs et c'est un excellent moyen. Déjà, c'est un exercice intéressant. Voilà, ça permet d'être avec d'autres personnes en dehors de ce qu'on fait au quotidien et le code qu'on fait au quotidien, et d'aller mettre en œuvre comme ça tout un ensemble de pratiques pour progresser petit à petit, quoi. Donc ça se fait. C'est vrai que à l'échelle de certaines grosses DSI, ça reste assez peu fréquent, et par rapport aux personnes qui sont présentes et la taille des DSI, on est encore sous des proportions assez faibles, parce que finalement l'objectif c'est de petit à petit amener les gens à comprendre que on peut développer différemment, peut-être prendre du plaisir autrement que ce qu'on fait actuellement, grâce à des nouvelles méthodes, etc., quoi. Donc, il y a de plus en plus de personnes dans les DSI qui sont là pour essayer d'insuffler un souffle nouveau, quoi, tout simplement. Donc ça se fait, c'est des choses aussi qui se font régulièrement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Les exercices en soi ne sont pas forcément toujours ultra complexes, mais c'est plus la manière dont on va le faire qui est intéressant, en fait. Le dernier point aussi pour capitaliser, partager nos connaissances, ça peut être tout simplement utiliser des bases documentaires, des wikis, des readmes, ce genre de choses où on vient expliquer comment est-ce qu'il faut faire, c'est quoi nos meilleures pratiques Java dans les entreprises, et derrière ça peut rendre ça accessible, etc., quoi. La problématique de ça, c'est que finalement, ça demande quand même un effort assez important pour concevoir et maintenir ce référentiel-là. En gros, ce qu'on voit, c'est que souvent, il y a 3 situations qui reviennent souvent. C'est que les entreprises n'ont pas forcément de bonnes pratiques définies. Quand on demande, c'est un peu flou. Si on sent que ça hésite, c'est que c'est pas un sujet qui a été souvent abordé, quoi. Quand on sent que ça rame un peu. Le deuxième, on sent qu'il y en a, mais on sent que c'est pas bien rigoureux, quoi. Chacun va vous dire, ouais, il y en a, on fait ci, on fait ça. S'il faut, les deux, vous les prenez indépendamment, ils sont pas d'accord, ils vont pas dire la même chose, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Après, c'est de la communication orale, hein, c'est efficace aussi, hein, mais c'est vrai qu'en termes de pérennité et en termes de dimensionnement de passage à l'échelle, ça peut avoir ses limitations. Et le dernier cas qui arrive quand même assez rarement, c'est quand c'est vraiment documenté et quand c'est à jour, parce que finalement, ce qui se passe, c'est que nous, j'en ai rencontré plein d'entreprises qui m'ont dit, en fait, on a un wiki, mais c'est vrai qu'il n'est pas à jour. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, il y a un élément déclencheur qui vient créer ce wiki. Ça peut être, en fait, on a accueilli une nouvelle personne, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de guide de bonne pratique, alors on l'a écrit, sauf qu'on l'a fait, et puis derrière, en fait, ça s'est pas mis à jour parce que personne l'a fait. Des fois, on n'était pas d'accord, on se dit, il faudrait quand même qu'on mette quelque part un truc au clair qui dit c'est quoi nos bonnes pratiques. On l'a fait une fois, puis après, on n'est pas revenu dessus. Donc, c'est en fait l'écueil, c'est qu'il y a quand même souvent la volonté de mettre en place, c'est bien, mais après, il faut aussi avoir une stratégie concrète pour que ça puisse perdurer, quoi. Ne serait-ce que se trouver un créneau de temps en temps pour en discuter, mettre à jour ça sera déjà une piste. Mais si on dit juste aux gens, allez-y, voici le lien et contribuez, malheureusement, on a tous plein de trucs à faire, les journées sont courtes, et c'est vrai qu'il y a des initiatives qui ont tendance un petit peu
à mourir petit à petit, et enfin, avec le temps, et puis qui sont pas toujours opérationnels, c'est-à-dire même pour les développeurs, au quotidien, on n'a pas forcément le réflexe aussi d'interagir avec ce genre de base documentaire. On voit un petit peu un exemple aussi de bonne pratique. Typiquement en base documentaire wiki, hein, voilà, c'est simplement une manière de faire. Alors, ça peut être sur une thématique d'archi. Là ici, je crois qu'on est sur du Laravel, donc un framework PHP. Bon, souvent, une bonne pratique, ça va s'illustrer comme ça, un texte, quelques descriptions, et puis un exemple de code, ce qu'il faudrait faire, pas faire, pour aider finalement à comprendre comment est-ce qu'on code chez nous, quoi. Donc ça, c'est typiquement ce genre de connaissances qui ont pas mal de valeur ajoutée, que souvent on explique pendant différentes code reviews à notamment des personnes qui viennent d'arriver dans les équipes, et qu'on essaie, voilà, de diffuser au maximum pour derrière arriver à produire plus rapidement du code de qualité. Donc voilà, en fait, pour les 4 grands axes que je voulais vous présenter aujourd'hui sur finalement, voilà, comment est-ce qu'on fait pour partager partager de la connaissance, et surtout des axes là vraiment pas orientés sur des techniques vraiment de développement, mais plus sur des dynamiques d'équipe, des dynamiques d'organisation. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour consolider en fait la culture qualité au sein de l'entreprise, la culture d'ingénierie, et faire en sorte que les personnes aussi qui développent au quotidien ont leur travail à faire, bien sûr, mais se sentent aussi dans un environnement où ils disent « Ok, je suis dans une entreprise qui se donne un peu les moyens, ou qui met en place des choses pour qu'on puisse apprendre, qu'on puisse se former », et on est quand même, en tant que développeur, aussi des personnes qui devront rester à jour, j'allais dire, ou voilà, on a constamment besoin de se former, de savoir ce qui se fait et de progresser. Et c'est vrai que souvent, les personnes, en tant que développeur, on a besoin de se sentir à l'aise aussi dans un environnement comme ça. Donc c'est aussi, ça rejoint ce que je disais sur le fait que les entreprises aussi qui vont rester aussi à la pointe, entre guillemets, bon, bien sûr, hein, c'est pas que l'IT qui compte dans le business, mais le fait de garder un IT à jour pour être performant, réactif, et derrière des gens compétents pour maintenir ça au quotidien, c'est quand même un des principaux facteurs clés de réussite, quoi. Et donc juste, niveau timing, je peux prendre 5 minutes encore, je vois pas l'heure, je confirme. Du coup, en fait, dans ce contexte, je voulais simplement vous montrer ce qu'on fait justement chez Promise par rapport à notre solution, et comment est-ce qu'on essaie d'accompagner, nous, justement, des équipes à travailler sur le partage de connaissances et sur la construction d'un référentiel de pratique au sein d'une équipe et au sein d'une organisation. Je vais juste prendre quelques minutes pour vous montrer ça. Alors. Donc du coup, Promise, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une plateforme collaborative dédiée à la définition et au partage de bonnes pratiques dans le but de faire progresser ensemble des équipes de développement. Les bonnes pratiques vont couvrir différentes thématiques, que ce soit des règles de clean code, d'architecture, de design, sécurité, performance, framework, ce que vous voulez, on est complètement libre. Donc là, typiquement, en fait, dans Promise, je suis dans mon espace ici, Feature Team Payment. Donc on imagine, voilà, généralement, chaque équipe va avoir son espace de travail. Et en fait, Promise, ça va être on apporte un format d'atelier collaboratif qui s'appelle des ateliers craft. Craft, voilà, vous aurez retrouvé la consonance avec ce que j'ai évoqué juste avant. Et donc l'idée des ateliers, c'est tout simplement d'avoir un temps d'échange avec mon équipe que je vais faire soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours. Ça dépend des équipes. Nous, on le fait chaque semaine. Il y en a qui le font tous les 15 jours. On va avoir 1 heure dédiée à de la rétrospective technique sur nos bonnes pratiques. On va parler d'amélioration des pratiques et on va consolider notre référentiel, voir ce que les autres équipes font, etc. Et en fait, comment ça marche? En fait, c'est principalement en 2 temps. Il y a une phase au quotidien de contribution des pratiques et une phase donc de rétrospective. Donc, ce qui se passe, c'est que là, typiquement, j'ai mon atelier qui a lieu le 15 juin, dans une semaine. Et en fait, l'idée, c'est que grâce à Promise et grâce en fait à notre écosystème de plugins, on va être en capacité de pouvoir inviter les développeurs à, quand ils croisent du code en se disant tiens, là, il y a une bonne pratique qui a été suivie, ou à l'inverse, là, je pense qu'il y a une bonne pratique qui n'a pas été suivie, tout simplement de le capturer. Ça va partir dans Promise et on sait qu'on sera tous ensemble après pour en discuter. Et ça, c'est intéressant parce que des fois, ça évite d'envoyer un bout de code sur un Slack où personne ne va voir, etc. On n'a pas l'attention des gens. Là, on vient vraiment quelque part se construire une base de bonnes pratiques qu'on vient documenter aussi avec des exemples de notre propre code. Donc ça, c'est aussi assez intéressant.
L'exemple très simple là, que je prends ici pour illustrer, vous voyez là ici, j'ai une fonction, donc là je suis sur du code JS. Bon, la pratique en elle-même que je vais illustrer, c'est pas forcément le plus important. Mais là, en fait, ce que je vois, bon, j'ai une boucle for, je sais pas si tout le monde développe ici, mais en gros, voilà, j'ai une boucle qui va être faite avec un ensemble d'instructions. Et ce que je vois, c'est que j'ai en fait un appel de méthode qui est fait, un traitement qui est effectué. Mais en fait, ce traitement, il pourrait être fait en parallèle. Et actuellement, en fait, ça l'est pas, c'est bloquant. Du coup, c'est un peu dommage, on perd en performance. Et donc, en fait, ce que je veux montrer, c'est qu'il y a un mécanisme en JavaScript qui me permet de paralléliser ça, qui s'appelle promise.all, tout simplement, que je vais d'ailleurs ici illustrer après. Donc là, en fait, le cas d'usage est simple. Je vais sélectionner ce bout de code, et en fait, je vais prendre, grâce au plugin Promise, je vais taguer cet exemple de code comme un exemple négatif, donc un contre-exemple d'une bonne pratique. La bonne pratique, du coup, je vais la créer en là, je vais l'appeler promise.all should be used for parallel calls. OK. Je vais mettre un tag que je vais appeler performance, et ça va partir dans Promise. Ensuite, je continue mon développement. Tant que je suis là, je vais faire mon refactoring. Comme ça, on va en profiter. Hop. Donc voilà, je corrige mon code, je vais le garder dans un coin. Je ne vais pas me risquer à faire du code en live. Et je vais sélectionner ce bout de code et je vais dire, voilà, ça, c'est une correction du tag précédent que j'ai déposé. Et donc ça, en fait, chaque personne dans une équipe, on va inviter à faire 2-3 fois ce travail en fonction de ce qu'on croise dans la semaine pendant qu'on développe. On a également des plugins sur les IDE qui permettent d'aller faire le même travail avec, par exemple, des GitLab ou des GitHub ou autres. L'idée, c'est pareil, c'est si je tombe sur un exemple de code en me disant, tiens, ça, je pourrais en faire profiter tout le monde, je vais le taguer grâce à mon plugin, je vais faire une sélection du texte, je vais l'envoyer à Promise pour créer les bonnes pratiques, etc. Donc ça, c'est la phase de contribution. Je vais proposer des choses à mon équipe. Et ensuite, il y a une mise en commun. Donc, c'est la fameuse rétrospective, où là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais avancer dans le temps. On est tous ensemble autour de la table en visio. Donc, quelqu'un partage son écran et on a quelqu'un qui vient animer la session. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va donner la parole à chaque personne qui a proposé une bonne pratique pour qu'elle puisse expliquer son point de vue. Donc moi, je vais expliquer, Cédric, pourquoi je pense qu'est-ce qu'on devrait utiliser des promise.all pour les appels en parallèle. Je vais montrer l'exemple avec le contre-exemple qui va bien, etc., pour que mon équipe comprenne mieux comment est-ce qu'il faudrait faire. Et là, s'ensuit une discussion, est-ce qu'on est d'accord ou pas, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, peut-être que j'ai rejoint l'équipe, que je ne connais pas tous les standards, etc. Donc voilà, il va y avoir une discussion, et à l'issue de ça, soit on est d'accord, on estime que la pratique a fait du sens, et on la garde dans notre référentiel, soit en fait on l'ajuste, c'est pas tout à fait ça qu'il faut utiliser, même si l'idée est bonne, soit en fait on la supprime, ou à l'inverse, dernier cas, on lance une battle. Une battle, c'est voter, argumenter jusqu'à la prochaine rétrospective. Et comme ça, on gardera aussi une trace des décisions techniques qui ont été faites par l'équipe. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire comme ça à un moment donné, quoi. Donc ça aussi, c'est intéressant en termes de documentation. Voilà, donc imaginons ici, je valide l'exemple, et puis après, je viens balayer tout ce qui vient des plugins. Je vais balayer aussi, alors, je ne vais pas montrer en détail, mais on peut aussi mettre des fichiers dans l'atelier en amont et puis inviter chaque personne à déposer les tags dessus. Ce que je vois ici, mon ami Luc Skycoder a mis un tag positif sur le fait que c'est une bonne pratique de sortir rapidement d'une méthode si jamais il y a un problème ou ce genre de choses. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'issue de cette rétrospective, donc on a passé, là, vous imaginez, 1 heure ensemble, en fait, on va avoir soit consolidé des pratiques existantes, soit créé des nouvelles pratiques. Derrière, ça va se retrouver, en fait, sous forme de catalogue, sous forme de base de bonnes pratiques, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on vient annoter un bout de code en disant ça, c'est une bonne pratique ou pas, ça vient rentrer dans la documentation de la bonne pratique. Ce qui est plutôt intéressant, ça permet d'avoir des exemples concrets, des exemples vivants. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je fais dans mon équipe. Et en gros, l'idée de Promise aussi, c'est de pouvoir voir ce qui se passe dans d'autres équipes, de partager des catalogues communs. Si j'ai une communauté de pratique Java, par exemple, je vais faire un espace Java dans lequel on va travailler, faire des ateliers ensemble. Donc il y a vraiment en fait toute cette dimension. On vient accompagner, on vient vraiment être un support pour que les équipes puissent faire émerger des bonnes pratiques, entretenir ce référentiel et capitaliser plus facilement au sein d'une organisation avec d'autres équipes qui peuvent rencontrer les mêmes problématiques techniques. Une question. Promise est un plugin PHP Storm. Alors ouais, on est compatible avec JetBrains, donc PHP Storm de mémoire, c'est JetBrains. C'est ça. Donc on a Visual Studio, VS Code et toute la suite JetBrains et Chrome et Firefox. Et donc c'est une application qui est on-premise avec du Docker, et sinon on a une version SaaS également où vous pouvez
prendre la main si vous voulez tester. On a une version d'essai en ligne. Donc voilà, je voulais rapidement montrer un petit peu ce qu'on faisait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été évoqué, présenté? N'hésitez pas à prendre la parole directement. Ouais, on peut faire comme ça. Parce que c'est vrai que la qualité de code, c'est assez vaste. Enfin, la qualité de manière générale déjà. La qualité de code, elle aussi, j'ai envie de dire, on a deux pans qui ont été évoqués. Le pan des outils et le pan plus organisationnel sur le plan humain. C'est vrai que historiquement, on a accordé beaucoup d'importance aux outils techniques, au détriment de l'humain probablement. Et là, il y a un revirement de la situation en fait, ces derniers temps. Ce qui est plutôt une bonne chose. C'est ça. En fait, on rajoute du bon sens, en fait, plus de bon sens du coup dans les pratiques de qualité de code. Est-ce que parmi les gens présents, quelqu'un a envie d'évoquer une anecdote, un point, une pratique? Je vais peut-être parler dans un premier temps. Souvent dans les clients dans lesquels j'ai pu travailler, la couverture de code est un critère presque essentiel en fait de qualité. On y accorde beaucoup d'importance, sans forcément se reposer la question que une ligne de code, une ligne de test de code, c'est aussi quelque part une dette si elle n'apporte pas un gage de non-régression quelque part. C'est-à-dire que s'il n'est pas pertinent, ce test, il va pénaliser plus le projet, l'application, qu'il va apporter de solutions et de confort par la suite. Typiquement, voilà. J'ai déjà entendu des challenges 50% minimum de TU pour passer en prod, sinon ça passe pas en prod. On refuse de mettre en production. Et ça, typiquement, c'est vraiment dommage parce que on va rajouter du code pour rien. Je sais pas si vous avez d'autres anecdotes à nous partager. Je sais pas si Cédric, tu as toi des anecdotes. J'en ai déjà évoqué pas mal. Oui, sur ça, oui, je te rejoins effectivement. Et fixer les 50%, c'est déjà pourquoi 50, pourquoi 60, mais il y a plus tendance à. Donc la facilité, c'est d'aller écrire du test qui n'a pas de valeur parce que ça va permettre d'aller plus facilement atteindre l'objectif et on est tranquille. Et alors c'est vrai que finalement, l'indicateur il est plus là pour se dire, derrière, je vais regarder. Qu'est-ce qui couvre? Est-ce que c'est tout mon code? Si je fais par exemple une architecture hexagonale ou du DLD, ça ferait plus de sens que la partie de domaine qui contient toute la logique métier soit testée. La partie technique, la partie infrastructure, connexion à des bases, c'est moins grave peut-être, mais je pense que c'est plus ça qu'il faut regarder, quoi. C'est quelles parties sont testées. Et puis oui, effectivement, s'assurer que la qualité des tests fait du sens, parce qu'avoir un bon taux de couverture, mais des tests bidons, des tests qui n'ont pas de valeur ou qui ont été conçus, c'est encore une autre problématique, quoi. Donc toujours être un peu prudent en fait dans l'interprétation de ces résultats, quoi. On a parlé de code, il y a aussi des pratiques de patterns. Du coup, par exemple, là, la bonne pratique, c'est d'utiliser le parallélisme avec promise.all, par exemple, de manière plus générique, paralléliser en JavaScript, privilégier ça. Ce serait plutôt ça la pratique, du coup? Oui, c'est de se dire si j'ai des appels qui sont indépendants, qui n'ont pas besoin d'attendre le retour l'un de l'autre, je vais essayer de privilégier au maximum, effectivement, le promise.all pour éviter d'avoir des appels qui soient bloquants avec les mécanismes d'async await en JavaScript. Et donc, forcément, si j'ai 20 requêtes qui peuvent être parallélisées, je vais les envoyer en même temps, de manière asynchrone en parallèle, plutôt qu'une après l'autre, quoi. D'accord. Donc, c'est quelque chose qu'on peut encourager, notamment dans des systèmes où la performance peut être un aspect important, oui. C'est toujours quelques millisecondes de prise. Il y avait donc dans la qualité, là tu nous as parlé d'un point qui est celui d'une rétrospective technique hebdomadaire. Je prends le cas idéal, hebdomadaire, je dis 1 heure
1 heure par semaine pour évoquer les moments clés, techniques, les bonnes pratiques, etc. C'est comment dire, ça s'inscrit dans quelle dynamique? C'est dans l'agile pur, pas forcément? En fait, je pense que ça. Alors, c'est pas forcément inscrit, je crois, dans des mécanismes agiles comme les frameworks Scrum ou ce genre de choses, où en fait, il y a avant tout une rétrospective, mais qui est plus voilà, fonctionnelle. On fait la démo, on fait le bilan de ce qu'on avait estimé, les écarts, etc. On fait un petit bilan de comment on s'est senti, etc. Mais le côté purement technique code, je crois, il me semble pas à ma connaissance qu'il y ait vraiment des cérémonies qui soient préconisées pour ce sujet-là. Donc, en fait, ce qui est important dans cette démarche, c'est de se dire, c'est important de trouver justement des temps où on parle de ça, voilà, tous ensemble. Alors que ce soit après la rétro avec le client ou que ce soit un autre moment dans la semaine, ça, c'est vraiment aux équipes de trancher. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un sujet, si on ne le traite pas, il va pas être bien traité par magie, quoi. Alors, bon, que ce soit super bon, mais voilà, typiquement, une entreprise, une équipe qui n'avait rien en place pour la sécurité de son code, qui connaît pas les bonnes pratiques, par quel miracle il serait sécurisé son code. Enfin, voilà, donc c'est un peu le même pareil. Et finalement, je pense que c'est pas forcément inscrit parce que peut-être que dans l'esprit agile, même de base, le développement, il n'y a pas de raison de faire les choses pas bien, en fait. Donc, après tout, si on le fait bien, pourquoi? Enfin, dans un idéal, quoi. Oui, c'est ça. Et Du bon, moment qu'on produit quelque chose, c'est a priori, c'est que c'est bien fait. Sauf que déjà, le sprint, on passe du temps à estimer au poil près, donc on bourre. Et donc, c'est un peu le rush. Et donc, souvent, la métaphore, c'est le vendredi à la fin du sprint, à 16h, on va nettoyer un peu le code, quoi. En mode, c'était chaud, allez, maintenant, on nettoie, puis on recommence lundi, quoi. Il y a un point qu'on n'a pas trop évoqué, c'est la proportion de tests unitaires, tests fonctionnels, tests d'intégration, tests fonctionnels. Les proportions, et des fois, par exemple, on va dire, ouais, mais les tests unitaires, on voit pas trop l'avantage, on va plutôt faire des tests fonctionnels parce que tout de suite, on voit les écrans. Et de toute manière, c'est difficilement testable. C'est des arguments qui peuvent s'entendre dans le sens où tester unitairement un web component en JavaScript qui est utilisé une seule fois dans l'application, qui est lié à l'application, qui n'est pas un composant réutilisable dans d'autres applis. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il est préférable de faire des tests d'intégration? Quel est ton retour d'expérience? Ce qui est intéressant, c'est que je vois que c'est des questions qu'on se pose depuis longtemps, enfin chez nous, et qu'on se pose toujours. C'est finalement, c'est quoi le niveau de granularité pertinent, enfin le plus pertinent pour un test, quoi. Parce que des fois, effectivement, tester au plus bas niveau, c'est bien. Sauf que, en fait, notre application, c'est jamais uniquement des exécutions atomiques de bout de code. C'est des bouts de code qui viennent s'emboîter, et c'est des scénarios finalement fonctionnels qu'on a envie de tester. Donc c'est toujours un peu, c'est un vrai sujet. C'est vrai que faire des tests fonctionnels, c'est un peu plus coûteux, même si finalement, au moins on teste quelque chose de concret. Donc je pense qu'il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Il faut peut-être aussi faire attention à pas tester des choses trop petites, ou alors à le faire, mais à le compléter justement avec des tests un peu plus qui vont couvrir davantage de cas métiers, parce que c'est vraiment ça qu'on vient tester aussi, quoi. Quand on développe en TDD, on vient tester forcément des petites unités de code, on y va de manière itérative, mais derrière se poser la question, est-ce que j'ai un test qui couvre vraiment un cas d'usage, quoi, ou est-ce que j'ai que des tests qui couvrent que des tout petits bouts qui finalement en soi font pas de sens d'un point de vue métier, c'est juste des découpages de traitements. Donc ok, moi j'ai mon client qui me demande, qui m'explique un scénario avec plein de traitements. Je découpe au maximum mes traitements, je vais lui dire, regarde, ça, ce petit bout, ça marche, ce petit bout, ça marche, ce petit bout, ça marche. Ouais, ok. Mais finalement, mon scénario, est-ce qu'il marche? Je sais pas. Bon. C'est vraiment pas un sujet évident. Ouais. Ce qui peut être un indicateur, c'est si j'ai beaucoup de tests fonctionnels, pas beaucoup de tests unitaires, ça peut mettre la puce à l'oreille en se disant, il y a peut-être un loupé quelque part. C'est juste la proportion, peut-être. Ouais, c'est des proportions. C'est vrai qu'il y a souvent cette métaphore de la pyramide de tests avec beaucoup de tests unitaires à la base, des tests d'intégration ensuite et peu de tests fonctionnels parce qu'ils sont plus coûteux à maintenir, etc. Il y a cette notion de pyramide de tests inversée où du coup, il y a plus de tests fonctionnels. Je sais pas forcément me positionner sur qu'est-ce qui. Moi, j'aime toujours être un peu curieux et de donner la chance à chacun des trucs. Donc. C'est au cas par cas, c'est argumenter en fait le choix si c'est correctement argumenté. Oui, c'est ça.
Et puis voir à la pratique, effectivement, est-ce qu'on a des régressions souvent, enfin aussi, peut-être que chaque projet a aussi une méthodologie de test adaptée par rapport à son contexte, son historique, ce genre de choses, pour voir ce qui peut marcher le mieux. Ouais. Non, mais très bien. J'ai déconnecté mon Wi-Fi, a dû sauter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Je suis désolé, du coup, on a démarré en retard à cause d'un souci technique sur Google Cloud. La plateforme NearWeb a été indisponible à 12h30. Enfin, dépendant. Ouais, vous m'entendez? Oui. Alors moi j'ai un petit retour d'expérience sur du coup je viens de vous regarder un petit peu sur le site Promise ce que fait un peu ce que vous proposez finalement, et j'ai un petit retour d'expérience sur une application, et j'ai pu que voir dans votre code que ça a l'air d'être se baser un peu sur ça, sur l'utilisation de Themis lors d'une de mes missions. Donc Themis qui est l'objectif d'une application justement permettant de faire émerger de la dette technique et d'essayer de se prévoir justement des créneaux pour essayer et des objectifs pour essayer d'en corriger un maximum, avec justement toute une gestion de tableau de bord et tout ça. Et donc on l'a testé justement chez un des clients chez lequel je suis intervenu. Ouais. Et on s'est vite rendu compte en fait que avoir cet outil, c'était très intéressant, mais essayer justement de caler des réunions hebdomadaires et essayer justement d'appliquer ces différentes règles de gestion sur des codes dont les développeurs n'ont pas forcément l'envie de travailler, enfin, souvent des vieux projets ou souvent des projets sur lesquels on n'est pas justement actuellement en train de travailler. Ça rendait compliqué justement l'utilisation de cet outil-là. Il a été testé sur une période de 1 mois, 2 mois, enfin, de l'histoire de 2 itérations, et puis ça a été vite mis de côté. Et du coup, j'aurais aimé savoir justement par rapport à vos utilisateurs de l'outil Promise, quels étaient les retours finalement qu'ils avaient eu sur l'utilisation justement de cet outil. Est-ce que c'était un peu plus facile de prise en main? Ouais. Alors, sur Themis, effectivement, c'est l'ancien nom de Promise. Donc on a changé de nom l'année dernière, et donc je vois très bien le contexte dont tu parles, Alexis. Et donc effectivement, cette partie-là, c'est quelque chose qui est toujours en fait dans un module de Promise. Et depuis 1 an et demi, nos efforts ont été concentrés sur cette partie-là, que j'ai brièvement présentée. En fait, on a eu différents, sur la partie Themis, on a eu des retours assez variés dans l'entreprise. Donc forcément le tien en fait partie. Il y en a eu d'autres où on a eu des équipes qui étaient un peu plus jeunes et qui trouvaient ça intéressant dans cette approche d'apprentissage, parce que les contextes sont différents, effectivement. Enfin, on est vraiment de tout. Des équipes qui ont vraiment joué le jeu, qui ont trouvé leur rythme avec les plans d'action, la gamification, etc. D'autres pour qui c'était un petit peu plus difficile, notamment en termes de flux de développement, d'intégration avec Sonar, parce qu'on était assez dépendant de ces outils-là. Donc des retours assez variés. Et quand on a fait ce pivot, cette réorientation au niveau de l'outil l'année dernière, fin 2019, on a quelque chose qui, en tout cas, des retours qui sont un petit peu plus positifs, en tout cas sur l'approche et la plus-value de la solution. Donc on embarque toujours cette partie de technique pour certains contextes où ça fait du sens, voilà, qu'on arrive un peu mieux à identifier en tout cas. Donc souvent des projets un peu legacy ou pas mal de dettes, des outils comme Sonar qui tournent un peu dans le vide pour caricaturer. C'est des contextes où ça prend bien. Et l'autre approche du coup là qu'on a développée, celle que j'ai présentée, celle-ci depuis 1 an en tout cas qu'on l'a sortie, c'était en mars 2020. On commence à avoir en tout cas un accueil un peu plus positif, un peu plus favorable, notamment sur le fait que ça permet un format d'échange et de partage en équipe, et qu'on ait le sentiment d'être impliqué dans cette démarche où on construit un référentiel commun, qu'on produit des choses et qu'on puisse partager ça avec d'autres personnes. En termes de transmission de connaissances, ça fait partie des choses qui sont régulièrement relevées, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, pas mal. Enfin, du coup, ce que je comprends mieux, c'est qu'avec Promise, du coup, ça construit un référentiel d'exemples de code, justement, qui permettront aux utilisateurs, même qui arrivent plus tard, de pouvoir se référencer. Ouais, Et c'est ce qui, je trouve, ce qui me manquait pas mal, en fait. C'est-à-dire qu'on on avait le type, sur Themis,
l'utilisation que je me rappelle, on avait le type de cas d'erreur qui avait besoin d'être corrigé, par exemple, mais on avait des exemples génériques, mais moins d'exemples justement issus du code qu'on manipule. Et donc, je pense que ce pivot, ça va tellement un peu plus intéressant. Bon, je reproposerai peut-être dans l'utilisation de cadre projet déjà un petit peu plus réduit déjà, je pense, pour l'utilisation de ça, et puis après à voir sur les plus gros projets, mais c'est un peu plus intéressant en tout cas. Enfin, ça a l'air plus prometteur. Ça marche. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Oui. S'il y a d'autres questions, on est ouvert à l'échange. Et si on n'a pas d'autres, bon, on va clore. Et je vais laisser le mot de la fin pour Cédric. Ouais, bah, écoute, je voulais encore te remercier pour ton invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de ces sujets-là qui me tiennent à cœur et sur lesquels je travaille au quotidien. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Enfin, je suis sur LinkedIn, j'ai pas mis mon contact, mais voilà, si vous voulez poursuivre les échanges, moi c'est avec plaisir. Je suis toujours intéressé pour savoir ce qui se fait ailleurs et voilà. Donc écoutez, en tout cas, je suis pas loin, je suis sur Bordeaux et je reviendrai avec plaisir s'il y a d'autres opportunités qui se présentent. Donc encore merci Florent. Merci à vous et on va vous souhaiter une excellente journée. Merci. Bonne journée à vous. Bientôt, ouais. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt. Au revoir.